Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nouveau webinaire, Release en confiance. Pourquoi l'automatisation seule ne suffit pas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et pour cela, je vais m'empresser de présenter les différents intervenants. Donc, moi, je suis Thibault Le Faucheur en charge de la communication Enix et je serai le modérateur de cette session. Il y a également Charlotte Tétard en face de moi, qui est Product Marketing Manager de SquashTM, qui a bien œuvré pour préparer ces slides et ce webinaire avec nos différents experts. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un expert automatisation Enix, qui a un petit peu de bouteille niveau automatisation, Jocelyn Buisson, qui va vous parler un petit peu de ses expériences et de son expertise à ce niveau-là. Vous le connaissez maintenant bien, Pierre Clément Carnelis sera là pour faire une petite démo autour de SquashTM en tant que PM de SquashTM. Et puis on a l'inénarrable Thomas Bravo, qui est donc là pour vous rappeler et présenter des aspects liés à l'offre commerciale autour de SquashTM. Et je lui passe ainsi tout de suite la parole. Bon webinaire à toutes et à tous. Et donc, bonjour à tous et merci Thibault. Donc, on va pas perdre beaucoup de temps, mais je vais vous présenter brièvement Enix parce qu'on va parler beaucoup de SquashTM lors de ce webinaire. Et c'est pour vous rappeler que derrière SquashTM, il y a une ESN qui a 25 ans d'existence, spécialisée dans le test logiciel, donc dans la qualification logicielle, tant sur les tests manuels qu'automatisation, le DevOps. Donc, depuis 25 ans d'existence, et c'est donc l'éditeur de Squash depuis maintenant 15 ans, depuis la création de Squash. C'est une ESN qui compte 450 consultants. Parmi ces 450 consultants, un peu plus de 300 sont des testeurs, des automaticiens, des testeurs manuels, des experts DevOps. Et dans la partie restante, environ 50 personnes qui travaillent au quotidien au développement de Squash, au test des nouvelles fonctionnalités, à sa maintenance. Et donc, c'est une activité qui est vivante chez Enix, qui s'inspire du travail des testeurs au quotidien, mais aussi des retours utilisateurs, des retours clients pour évoluer. Et donc, voilà, c'est un produit qui vit grâce à vous et grâce à nos testeurs. Pour continuer, une petite slide pour vous parler un peu de chiffres. Donc, comme vous pouvez les voir à l'écran, rappel de Squash, c'est une solution de gestion de test qui est open core, donc disponible dans sa version gratuite, qui compte un peu plus de 100 utilisateurs dans la communauté Squash. Et ces utilisateurs sont présents dans une centaine de pays à travers le monde. Vous pouvez retrouver ici un panel de grandes organisations qui utilisent Squash au quotidien dans leurs activités de test pour des projets simples ou complexes. Et pour la suite de cette présentation, je vais laisser la main à Jocelyn, qui travaille au quotidien pour l'un de ces grands comptes que vous voyez à l'écran, la DGFi. Merci Thomas. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on m'entend correctement? Parfait, merci. Bonjour messieurs, dames. Donc Jocelyn Buisson, expert en automatisation de tests chez Enix. Et donc je vais effectivement commencer par rappeler comment l'automatisation de tests s'est rapidement imposée dans notre domaine qui est le test logiciel et les différents attendus, et notamment pourquoi sa mise en place seule ne suffit pas. Donc pour commencer, l'automatisation s'est d'abord imposée par l'accélération de rythme des développements. Donc en effet, l'arrivée de l'agilité notamment, le BDD, donc le test et notamment l'automatisation au plus tôt, a modifié les différentes routines et les fonctionnements habituels des projets, avec des cycles de plus en plus courts, par exemple des sprints très souvent de 2 à 3 semaines, de nouveaux rôles et une place pour le test bien plus centrale qu'auparavant, notamment concernant l'automatisation. La complexité des systèmes, leur croissante, leur interopérabilité et les nombreuses combinaisons de fonctionnalités, ainsi que les technologies qui sont en constante évolution de développement et d'automatisation, notamment, n'ont fait qu'agrémenter le nombre de tests à réaliser pour couvrir donc cet ensemble fonctionnel. Peu à peu, les tests d'API, les différents tests navigateurs, les différents tests sur différents supports comme tablettes, mobiles et web, et autres batchs sont venus agrémenter les tests unitaires des développeurs. Et enfin, donc la démocratisation du CI/CD, l'industrialisation à l'échelle, qui a pris la suite directe de l'agilité, a permis de constater donc une industrialisation de ces tests pour un traitement à grande échelle, permettait d'absorber à la fois le temps qu'on a passé à la réalisation du patrimoine de tests, mais aussi à minimiser les conséquences des évolutions technologiques et leur complexité.
Et pourtant, il faut donc garder à l'esprit que les oracles de test automatisés participent principalement à valider la stabilité technique, non la régression, donc la non-régression codifiée et des comportements qui sont très déterministes. Donc l'automatisation, elle n'a pas vocation à remplacer l'humain quant en tout cas aux validations des cas d'usage, les parcours et les ressentis utilisateurs qui sont par nature plutôt manuels. Donc c'est souvent de cette distinction entre le patrimoine manuel d'un côté et automatisé de l'autre qui va engendrer une scission dans la gestion du projet, dans ses résultats, qui sont eux-mêmes gérés séparément et parfois différemment. Donc c'est ce qu'on va justement aborder. Donc 2 sources d'information et une seule décision. C'est l'état des lieux de certains projets. Donc à travers ce schéma, on va pouvoir retrouver la séparation du dit patrimoine avec d'un côté votre plateforme CI/CD qui va fournir donc des résultats de tests automatisés et de l'autre côté vos testeurs fonctionnels qui produisent des résultats pour vos tests manuels et métiers. Donc malgré ces deux sources et ces deux patrimoines, une seule décision à prendre, est-ce que notre release sera validé? La problématique est donc de réussir à traiter ces deux ressources, ces deux sources d'informations dans un même temps. Est-ce que cela ne va pas engendrer une perte de temps pour rechercher, accéder et compiler ces sources? Est-ce qu'une traçabilité est possible? Est-ce qu'un lien entre un test manuel et son équivalent automatisé et ainsi sa fonctionnalité qu'il couvre sont possibles? Donc, dans mes nombreuses missions, j'ai pu constater assez régulièrement un traitement justement de ces sujets de façon très silotée, avec en effet l'équipe en charge de l'automatisation des tests, qui n'était que très peu en relation avec l'équipe fonctionnelle ou les métiers. Les seuls échanges qui se faisaient à travers des outils de suivi ou de ticketing assez basiques. De ce fait, on va avoir plusieurs conséquences visibles. L'équipe technique qui n'a que peu d'informations quant aux réelles attentes du métier, donc les automaticiens qui développent sans avoir ces réelles attentes, qui automatise dans son coin, se concentre strictement sur le minimum nécessaire et les interactions minimum, qui se contentera de livrer des résultats d'exécution sans plus-value particulière. Alors que l'équipe métier fonctionnelle aura tendance à formaliser le reste du patrimoine et des informations sans lien justement avec cette équipe technique. Donc ça peut engendrer également d'autres problèmes de conception des tests automatisés par manque de connaissances et d'échanges. Et je vois notamment de nombreux projets qui effectuent encore leur recette fonctionnelle à partir très souvent de simples fichiers texte ou Excel, d'un tableur ou d'un outil de ticketing de type Jira, qui est bien connu. Et au moment d'établir des métriques, de présenter les résultats et de prendre justement les décisions de releasing, les représentants métiers et les chefs de projet vont souvent se trouver en difficulté pour centraliser l'ensemble, car ces patrimoines justement sont produits dans des outils et dans des environnements différents, et très souvent par des équipes aussi différentes. On parle aussi de silotage des équipes. Donc on pourra ainsi parler de coûts qui sont liés à ces deux silos que vous voyez à l'écran, qu'on va voir justement un peu plus en détail. Donc le coût réel de ces silos, avec plusieurs sujets irritants. D'une part, la confusion que ça peut engendrer. Certains tests fonctionnels qui vont être OK, qui vont être ouverts, mais vos tests automatisés eux, semblent indiquer parfois le contraire et vice-versa. On va aussi parfois retrouver donc des TNR automatisés qui sont déjà exécutés, mais l'équipe de recette a à peine commencé sa recette, elle fonctionnelle. Ce qui peut engendrer un écart temporel parfois important entre vos campagnes manuelles et automatisées. Et ensuite, devoir prendre une décision avec des informations partielles sur l'état de votre patrimoine. De mémoire, j'ai l'exemple d'un responsable recette au sein d'un projet de développement applicatif qui pensait justement pouvoir valider son sprint à la suite des résultats de ses tests manuels et n'ayant pas la connaissance ni la compétence en l'absence des automaticiens pour analyser les résultats des tests automatisés qui finalement avaient été majoritairement KO. Donc tests automatisés qui sont majoritairement des TNR. Deuxième coup, la perte de temps, donc réaliser notamment une investigation à travers 2 ou 3 outils différents pour agréger les résultats en un seul document afin de prendre une décision quant à la release peut prendre énormément de temps. Cette agrégation en fonction des outils et de la communication au sein des projets qui est chargé de le faire. Donc on pourra potentiellement avoir plusieurs acteurs, parfois qu'un seul, parfois même, comme je le disais tout à l'heure, une équipe même différente. Factuellement, même si les résultats sont disponibles, les compiler par périodicité, par importance, par fonctionnalité et même par résultat peut prendre énormément de temps sans l'outil adapté ou si les outils sont trop divers.
Un autre exemple avec un chef de projet qui pouvait parfois passer jusqu'à 2 à 3 jours pour réunir l'ensemble de ses résultats, de l'ensemble de sa campagne avant de pouvoir donner une décision quant au sprint en cours. J'ai également un autre exemple avec un grand groupement bancaire dont je ne pourrais citer le nom qui silotait son service automatisation en centre de service. Alors en soi, c'est pas une mauvaise idée, au contraire, mais ça engendrait une rupture de la communication entre les automaticiens, les testeurs et le métier, car on ne disposait pas d'outils centralisés pour assurer la dispense, la remise des informations et éviter les pertes de temps. Donc ça engendrait beaucoup de pertes de temps par rapport à ces nombreux allers-retours entre les équipes et le centre de service qui ne répondait pas toujours en temps et en heure, pour notamment fournir les informations. Ensuite, un troisième troisième sujet irritant qui sera la traçabilité qui peut être incomplète ou difficile à établir. Quand une anomalie est détectée, par exemple, il s'agit de retrouver la fonctionnalité qui est impactée. Ce qui a été testé en lien avec celle-ci, par qui et à quel moment. Un patrimoine siloté ne permettra que rarement de suivre ces éléments avec précision, encore une fois, que ce soit côté automne ou manuel. Et donc j'ai constaté, par exemple, de nombreux tickets d'anomalies qui étaient rédigés sans contexte, car pas directement reliés à une exécution automatisée. Le ticket d'anomalie avait été créé suite à une exécution automatisée, mais sans lien direct, sans lien avec le patrimoine ou le test qui avait été exécuté, donc ce qui engendrait une perte de temps conséquente lors de l'investigation, et notamment pour sa reproductibilité. Et enfin, quatrième problématique coûteuse que l'on évoque assez peu, c'est la difficulté d'analyse et d'interprétation des résultats, notamment automatisés. Un test automatisé qui échoue, on va souvent se poser la question si c'est un vrai bug, si c'est une instabilité de l'environnement, un test qui est potentiellement mal rédigé puisque l'erreur est humaine, ou alors pas à jour, tout simplement. Donc sans les tests manuels en regard, qualifier cet échec pourra également prendre du temps. De plus, l'interprétation de ces résultats n'est pas à la portée de tous. Selon la manière dont sont développés les automates, la technologie qui est utilisée, il se peut que les résultats ne soient pas lisibles ou demandent une certaine compétence technique. Il en va de même pour l'interprétation des résultats manuels, dans un autre sens, si on n'a pas un minimum de connaissances métiers ou l'appui d'un référentiel accessible à l'équipe ou à la personne qui recherche et investigue. Donc un resilotage des tests manuels et automatisés permet, même sans compétences techniques ou métiers, de savoir qui est concerné lors de l'exécution d'un automate ou d'un test, puisque celui-ci sera relié à son test manuel correspondant. Donc de ce fait, j'ai pu observer des personnes côté métier, côté AMOA, qui ont été capables d'analyser des résultats de tests automatisés, des résultats techniques, grâce au patrimoine qui était harmonisé. Donc le test automatisé en échec était relié à un cas de test manuel. Donc permettait le suivi jusqu'à la fonctionnalité concernée. Donc la plupart des équipes subissent en silence, on va dire, ces conséquences, les conséquences d'un projet qui est trop siloté, sans remettre forcément en question donc l'organisation ou les outils qui sont utilisés, ou même la méthodologie du projet. Donc désiloter pour décider. Comparativement au schéma précédent, voici ce que nous préconisons afin de minimiser les problématiques que nous venons d'aborder. Donc désiloter pour centraliser les résultats d'exécution à minima, et au mieux désiloter le patrimoine de test dans son entièreté, et centraliser le processus de l'équipe et son outillage. En parlant d'outillage, de nombreux autres avantages découleront de ce désilotage, notamment en baissant drastiquement les coûts des outils et des logiciels utilisés, puisque logiquement moins nombreux, en plus d'une amélioration de la communication entre justement le métier, les développeurs, les testeurs et les automaticiens, qui travailleront sur un support commun, plutôt que chacun dans son outil. Suite à la mise en place d'un outil de centralisation, j'ai personnellement pu constater une amélioration justement de cette communication au sein des équipes et une meilleure compréhension des enjeux métiers par les personnes qui étaient un peu plus côté technique. Et enfin, un partage des connaissances, là où cette équipe avait pour habitude d'effectuer ses meetings et ses revues également de façon silotée, où on va retrouver justement des meetings et des daily avec un peu plus de personnes pour partager aussi cette information, en plus de partager un outil commun et un patrimoine commun. Donc ce que change la centralisation,
notamment au regard des coûts et des problématiques abordées précédemment, voyons ce qui peut changer lorsque l'information est centralisée. On va dire que moins ou plus du tout de signaux contradictoires, une seule vue par rapport à celle de notre projet, et l'ensemble du patrimoine manuel comme automatisé qui est rendu accessible. Plus de temps perdu en tout cas à consolider ni à auditer les testeurs, les métiers et les personnes en charge des exécutions et du reporting. Les résultats qui sont affichés et agrégés en temps réel, disponibles depuis un outil commun, et notamment lorsqu'une anomalie est détectée, vous pouvez connaître le contexte de celle-ci en quelques secondes. De même pour les anomalies historiques, vous conservez une possibilité de conserver une traçabilité version après version. Enfin, cela va nous permettre aussi une qualification immédiate des échecs automatisés, puisque ceux-ci seront, comme je disais, directement liés à vos tests manuels et donc à une potentielle fonctionnalité, exigence couverte. Donc le lien entre un test automatisé et son équivalent manuel, garanti grâce à la centralisation, et le contexte également des tests manuels, qui sera toujours attaché à ces tests automatisés, donc vice-versa. Donc, ce qui nous amène au fait qu'on pourra trancher un peu plus rapidement, notamment sur une anomalie, est-elle réelle, sur la stabilité d'un environnement, sur un faux positif. En résumé, vous prenez la bonne décision de release, mais avec cette fois-ci l'entièreté des informations, plutôt que de façon parcellaire et morcelée. Donc, pour appuyer les nombreux avantages à désiloter et à centraliser son patrimoine, je vais donc laisser la main à mon collègue Pierre Clément qui va vous montrer comment SquashTM permet de concrétiser et de mettre en œuvre tout cela pour justement vous épargner l'ensemble de ces problématiques. Merci Jocelyn. Bonjour tout le monde. Donc je suis Pierre Clément Carnis, responsable produit de SquashTM, et je vais vous faire une petite démonstration de la gestion des tests automatisés avec SquashTM. Mais avant ça, je voudrais vous parler des deux moyens, des deux approches qu'offre SquashTM pour gérer ces tests automatisés. Donc on a une approche par API et une approche orchestrateur. Donc pour faire simple, l'orchestrateur, c'est la plateforme SquashTM qui va gérer l'exécution des tests automatisés, qui va orchestrer cette exécution. Alors qu'en mode API, on est plutôt sur une délégation, c'est-à-dire que SquashTM va s'interfacer avec des plateformes, donc typiquement des environnements CI/CD, qui vont s'occuper de l'exécution de ces tests. Donc l'avantage de l'approche par API, c'est qu'on a une indépendance de SquashTM vis-à-vis des technologies d'automatisation, des plateformes d'orchestration. Donc ça peut s'adapter en gros à vos outils existants. Tandis que l'orchestrateur sera plus pertinent lorsque vous aurez besoin d'un pilotage riche des tests depuis SquashTM, au détriment que le périmètre de technologie est plus restreint. Donc je vous renvoie vers la documentation pour voir les technologies d'automatisation supportées par l'orchestrateur SquashTM. Au niveau de la disponibilité, le mode API est disponible en licence Ultimate pour les instances cloud et dès la version Community pour les instances on-premise, et l'orchestrateur est on-premise only. Donc pour cette démonstration, on va se concentrer sur le mode API. C'est aujourd'hui l'approche que l'on recommande puisqu'elle est plus simple, c'est plus simple de démarrer sur cette approche lorsque vous avez un patrimoine existant. Mais voilà, si vous avez des questions sur l'orchestrateur, sur les différences entre les deux modes, on peut en venir en fin de webinaire, ou plus largement, si vous avez des problématiques liées à l'automatisation, n'hésitez pas à solliciter un expert SquashTM avec le lien que vous trouverez dans le chat. Pour cette démonstration, on va se baser sur la plateforme GitLab. Donc c'est en lien avec le dernier webinaire, on avait fait un sondage pour savoir quelle était la plateforme la plus utilisée. Et GitLab était ressorti comme la plateforme la plus utilisée parmi nos clients. Mais ce que je vais vous montrer là, en fait, peut être transposé à n'importe quelle plateforme, puisque comme je disais plus tôt, le mode API est agnostique. Et donc, voilà, vous pourrez tout à fait adapter ça à d'autres plateformes comme Azure, GitHub, Jenkins, etc. Alors, on va aller dans SquashTM.
Voilà, vous devriez voir mon écran qui montre l'interface de SquashTM avec les différents espaces, cas de test, exécution et exigence. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'espace cas de test et exécution. Donc, j'ai préparé un projet dans lequel j'ai quelques cas de test. Et donc, ces cas de test, à ce niveau-là, ils peuvent être aussi bien manuels ou automatisés. En l'occurrence, j'ai par exemple ce cas de test qui va plutôt être manuel, où on teste un workflow de réinitialisation du mot de passe. Et donc voilà, il y a des mails qui sont envoyés, etc. Ça peut être un peu difficile à tester de bout en bout de façon automatisée. Au contraire de d'autres tests qui vont par exemple vérifier la validité du login ou son invalidité. Et donc ça va être des tests que je vais pouvoir automatiser facilement. Pour faire cette automatisation, côté SquashTM, on a un cadre de test classique. Pour avoir tout type de cas de test éligible à l'automatisation. La seule chose à faire, ça va être de remplir ce champ, référence du test automatisé, qui va permettre de faire le lien entre ce qui va se passer côté GitLab et côté SquashTM. Donc le format là est défini côté GitLab. Je vais vous montrer d'où vient ce format. Et voilà, il suffit juste de remplir ce champ-là. Et ensuite, je vais pouvoir planifier une itération dans laquelle je retrouve mes cas de test, qu'ils soient manuels ou automatisés. Et une fois que j'ai fait ça, je suis prêt côté SquashTM et on va pouvoir voir comment ça marche côté GitLab. Du côté de GitLab, j'ai donc un projet exemple. Alors au passage, le projet que je vous montre est disponible en public dans nos exemples open source. Donc vous pourrez aller voir plus en détail. Mais rapidement, donc on a quelques tests automatisés ici avec la technologie d'automatisation Robot Framework. 2 tests robot framework. Le cas passant, le cas non passant. Bon, peu importe le détail, là c'est juste des règles de validation d'un mot de passe avec la taille minimale, maximale, le fait qu'il ne doit pas contenir d'espace. Et en l'occurrence, là, j'ai un login qui contient un espace, du coup, ce test-là sera en échec. Mais encore une fois, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer par la suite comment ça remonte dans SquashTM. Donc, voilà au niveau des tests. Et au niveau du pipeline, GitLab, on définit un pipeline dans lequel on va avoir une étape de lancement des tests et une étape qui va récupérer les résultats de tests créés par Robot Framework et qui va envoyer ça dans SquashTM. Le script pour envoyer ça dans SquashTM, je vous montre très rapidement. L'idée, c'est pas d'aller en détail, mais en l'occurrence, là, c'est un script Python qui va récupérer quelques variables d'environnement pour savoir quel est l'URL du squash dans lequel on va envoyer les résultats, le token d'API utilisé pour envoyer ces résultats et l'itération à laquelle on va lier ces résultats. Donc avec ces informations-là, on parcourt les fichiers qui ont été générés plus tôt, on récupère des informations comme le statut, etc. Et enfin, on envoie tout ça dans SquashTM en utilisant son API REST. Un petit détour par les variables d'environnement pour vous montrer un peu. Donc là, on a fait pour cet exemple quelque chose d'assez standard. Je vous le montre parce que vous n'aurez pas accès sur le projet, puisqu'il faut avoir un accès privilégié au projet. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué. On définit les 3 variables que je vous ai montrées plus tôt en tant que variable d'environnement. Et au passage, là, l'ID de l'itération SquashTM, je l'ai fourni ici en variable d'environnement. Vous pourriez aussi la fournir de différentes façons. Donc, par exemple, au moment de lancer votre pipeline, vous pourriez passer cette ID d'itération. Et donc, une fois que ça c'est en place, je vais pouvoir déclencher un pipeline. Le temps que ça charge, c'est un petit peu lent. Hop, nouveau pipeline.
Et donc là, je fais le choix de lancer manuellement, mais évidemment, ces pipelines peuvent être déclenchés de différentes façons. Donc par exemple, lorsque vous poussez du code, un développeur va pousser du code, on peut déclencher un pipeline qui va jouer les tests. Ça peut être aussi un pipeline qui est déclenché de façon programmée. Donc, par exemple, toutes les nuits à telle heure, on va lancer le patrimoine de test. Donc là, je fais un lancement manuel. On va retrouver les 2 étapes que je vous ai montrées plus tôt, à savoir le lancement des tests, ça doit être assez rapide, et ensuite la publication des résultats. Et pendant que le pipeline se déclenche, je viens de mettre à jour la section polls, et une section sondage. On en a fait un sondage la dernière fois lors du premier webinaire en français de l'année. On renouvelle l'expérience. Pour votre information, donc la question est la suivante. Quelle est l'activité pour laquelle vous utilisez le plus l'IA pour vos tests automatisés? On a considéré par défaut, comme vous ne pouvez répondre qu'à une seule option, que vous l'utilisiez potentiellement toutes et tous, peut-être pour la génération de scénarios ou de cas de test. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à nous le préciser dans le chat. Le chat est un outil d'interaction avec vous, et les interactions avec vous dans ce contexte-là sont encore relativement rares. Donc on les chérit au moment de mieux comprendre comment vous utilisez l'outil, quels sont vos principaux besoins. Et ça permettra d'influencer potentiellement le développement de l'outil et aussi d'influencer les webinars et les différentes actions qu'on pourra vous proposer. Et puis, je vais rendre la main à Pierre-Clément puisque c'est fini. Ouais, tout à fait. On voit que les 2 étapes se sont bien déroulées. La première, un avertissement, mais comme je vous disais plus tôt, c'est attendu puisqu'on a un test qui échoue volontairement pour le besoin de la démo. Et le deuxième, on a bien eu la publication dans SquashTM. Donc on va pouvoir aller voir dans SquashTM ce que ça donne. Et ça va se dérouler au niveau de cet espace suite automatisée, où là on retrouve celle que je viens de lancer, une nouvelle ligne qui correspond au lancement depuis GitLab. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir accéder aux détails de l'exécution. Donc on retrouve bien mes 2 cas de test que j'ai lancés, avec celui qui est passé en succès et un qui est en échec. Et de là, je peux avoir une remontée d'informations qui va permettre d'aider à l'analyse de cet échec. Donc ici, on nous indique par exemple que voilà, on s'attendait à avoir un login qui n'est pas d'espace, mais il contient un espace. Donc ça va permettre de simplifier une première analyse. Et si on a besoin de plus d'informations, on va aussi pouvoir attacher à ces rapports d'exécution les différents fichiers générés. Donc, par exemple, là, vous avez le rapport fourni par RoboFramework, dans lequel on va pouvoir regarder de façon plus détaillée pour voir ce qui se passe. On peut également directement ici, au niveau d'une exécution en échec, rattacher des anomalies pour avoir un suivi, et si cet échec se reproduit à nouveau à l'avenir, on aura l'historique des anomalies qui ont été rattachées à cet échec. Voilà pour la partie résultats. Et donc, pour reconnecter à ce qu'on vous disait plus tôt, on va avoir du coup, au niveau de l'itération, le moyen d'avoir des statistiques qui vont concerner l'ensemble de mon plan de test. Donc à la fois les tests manuels et les tests automatisés, pour avoir par exemple les statuts, le taux de succès-échec en fonction de la criticité du cas de test. Et on retrouve un peu ces indications également au niveau des cas de test. On va pouvoir retrouver au niveau des exigences, on va pouvoir retrouver les statuts en fonction, cette fois-ci, de la criticité de l'exigence. Et donc, on a comme ça une vue d'ensemble sur un périmètre, que ce soit temporel au niveau de l'exécution, fonctionnel au niveau des exigences. Et voilà ce qui conclut ma démonstration.
Donc, vous devez m'entendre. Donc, pour cette suite, donc merci Pierre Clément. Un mot rapide, comme nous l'avons fait précédemment sur le précédent webinaire, sur les offres Squash. Donc, Squash, comme vous le savez, comme je l'ai déjà précisé au début, reste sur son positionnement open core. Il continue à être utilisable librement, sans licence commerciale. Encore une fois, comme vous voyez à l'écran, pour les équipes qui souhaitent aller plus loin, nous proposons 2 licences, une Premium, une Ultimate, qui vous permettent un usage augmenté de Squash, avec notamment plus d'intégration, un support professionnel, fonctionnalités avancées, et pour la version Ultimate, des capacités supplémentaires autour de l'automatisation et de l'IA. Les licences, encore une fois, sont optionnelles. Elles sont à l'organisation ayant besoin d'aller plus loin, des besoins avancés, des usages à grande échelle. Et encore une fois, vous passez sur une version Premium ou Ultimate, vous avez une possibilité d'avoir un retour arrière et de revenir à la version Community sans perdre vos données. L'idée reste la même. Vous êtes libre de vos usages sur Squash, vous êtes libre de choisir l'accompagnement qu'il vous faut pour votre activité de QA. Et le dernier point que je peux préciser, c'est que nous restons à l'écoute de nos utilisateurs, de notre communauté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter pour parler de vos usages, de vos besoins. Merci. Parfait. Merci à nos différents intervenants. Juste avant, je vais me permettre de clôturer le sondage qu'on a précédemment lancé. Donc, on peut voir que il y a encore la moitié d'entre vous qui n'utilisent pas encore l'IA, en tout cas, peut-être dans le cadre de l'automatisation de tests, et que ceux qui l'utilisent, en tout cas, l'utilisent pour l'aide à l'écriture de scripts d'automatisation, et un petit peu aussi pour l'exécution de tests en langage naturel. Ça me permet tout de suite de envoyer un second et dernier sondage, puisque comme vous le voyez sur la slide actuelle, c'est prévu que l'on fasse notre prochain webinaire sur la thématique de l'IA dans le test. Et donc, dans ce cadre-là, on a une question sur les LLM que vous utilisez, là aussi, principalement dans vos activités de testing. Et donc, ce webinaire, le prochain, devrait avoir lieu sur le papier fin mai prochain. Bien sûr, on vous tiendra au courant via nos différents canaux de communication. Ceci étant dit, je vais me permettre de retourner dans le chat tout simplement et de redonner la main à nos experts. Et on va les répondre dans l'ordre chronologique, idéalement. Il me semble que la première était la question d'Aristide. Je laisse, je crois, Pierre Clément. Ouais. Alors, la valeur de l'identifiant de l'itération est-il disponible dans la version Community? Tout à fait. Là, le fonctionnement est le même que soyez en Community ou pas. L'identifiant d'itération va se retrouver, alors le plus simple, c'est de le récupérer dans l'URL de SquashTM. Donc, je vais vous montrer rapidement. Ce sera plus parlant avec l'écran sous les yeux. Voilà, donc par exemple, pour cette itération-là, je vais retrouver l'identifiant dans l'URL. Vous pouvez également le retrouver d'autres façons, via l'API, etc. Mais ça, c'est sûrement le moyen le plus simple. Donc c'est bien cette itération-là, ici 4, cet identifiant que vous allez utiliser pour rattacher vos résultats de test. Seconde question, est-ce qu'il est possible d'exporter les rapports? Alors, le plus simple, c'est d'aller les télécharger. Alors, j'ai changé d'instance. Là, je suis sur l'instance de démo publique. Donc, vous y aurez accès si vous voulez voir les choses. Et donc là, je suis sur le CI Test Integration Demo. C'est l'exemple qu'on a dans la documentation qui correspond en gros à ce que je vous ai montré. Et donc, si on va voir à ce niveau-là, tous ces rapports-là peuvent être téléchargés ici. Donc, vous pouvez les télécharger un à un. Il n'y a pas forcément d'export au sens récupérer tout sur une plage temporelle, etc. Ce sera plutôt au cas par cas si vous voulez récupérer des choses. Et donc, tout ça est stocké dans SquashTM. Donc, si jamais ces rapports sont... Donc là, ces rapports sont issus de l'environnement d'exécution. Donc dans ma démo, c'était GitLab. Et il y a une durée de rétention définie côté GitLab vous avez la main dessus, mais typiquement, ça peut être de les garder, par exemple, une semaine, puis après les supprimer. Là, c'est pas le cas. Ils seront gardés dans SquashTM jusqu'à ce que vous les supprimiez.
Et vous avez aussi une fonctionnalité qui permet de nettoyer automatiquement au bout d'une certaine durée ces rapports. Ce qu'on appelle anomalie, trouvée lors d'un test automatisé avec Git, est une issue Git. Alors, SquashTM stocke pas directement les anomalies, mais il permet de lier à des anomalies qui sont stockées sur des outils dédiés. Donc en fonction, voilà, ça peut être des bug trackers comme Redmine, Mantis, Tulip. Vous pouvez aussi avoir des issues GitLab, des tickets Jira. Et donc SquashTM peut s'interfacer à l'aide de plugins à ces outils. Donc là, par exemple, si je vous montre ici, alors désolé, j'ai mon interface qui est en anglais. Là, bon, je suis pas connecté, mais je crois qu'ici, par exemple, vous pouvez lier à Jira, si je dis pas de bêtises. Et lorsque vous allez sur l'instance de démonstration, vous verrez qu'il y a aussi un bac à sable Jira qui est fourni, et GitLab. Et donc voilà, SquashTM stocke le lien vers ces anomalies. Peut-on extraire un rapport? Ça, j'ai déjà répondu. Bonjour, lors de la démo, l'utilisation des API nécessite un script Python avec l'ID de l'itération. Dans le cas où le cas de test n'existe pas, est-il créé automatiquement dans Squash lors du premier lancement? Et le cas de test automatisé est-il reconnu par le couple itération plus nom de cas de test dans SquashTM? Alors, pour la première question, est-ce que le cas de test est créé? Non. C'est une fonctionnalité à laquelle on réfléchit effectivement sur si vous avez un patrimoine existant, ça peut être embêtant de devoir créer manuellement tous les cas de test. Et donc, effectivement, on réfléchit à la possibilité de créer, enfin au moins de pouvoir récupérer des résultats d'exécution de tests qui sont pas connus de SquashTM. La difficulté étant de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces cas de test. Est-ce qu'on crée des entités dans l'espace cas de test ou pas? En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir assurer une traçabilité, c'est-à-dire de dire que, par exemple, tel cas de test automatisé, même s'il n'est pas connu de Squash, je peux définir qu'il couvre une exigence connue de Squash, par exemple. Puisqu'une exécution toute seule, a priori, n'aura pas beaucoup d'intérêt dans SquashTM si elle n'est pas reliée à autre chose. Mais pour l'instant, non, ça n'existe pas, mais l'API REST permet de le faire. Donc on a le cas d'utilisateurs qui ont mis en place cette création à la volée des cas de test via API. Donc c'est un peu plus compliqué, plus long à mettre en place, mais c'est faisable. Ensuite, le cas de test automatisé est-il reconnu par le couple ID itération plus nom de cas de test? Alors, ce n'est pas le nom du cas de test, mais c'est sa référence de test automatisé. C'est vrai que je suis passé un peu vite pendant la démo, mais en fait, là, cette référence de test automatisé, elle correspond au nom de la suite de tests RoboFramework et le nom du cas de test RoboFramework. Donc on met un point entre les deux et ça nous donne la référence de test automatisé. Et donc c'est avec ça qu'on permet de faire le lien. On se pose la question également de pouvoir faire le lien avec l'ID physique du cas de test. Donc par exemple ici c'est ce que vous voyez là. Mais pour l'instant c'est seulement ce champ-là qui permet de faire le lien. Et effectivement on a besoin de l'ID de l'itération puisqu'on considère dans SquashTM que l'exécution des cas tests automatisés ont lieu au sein d'une itération. Donc on pourrait aussi avoir au sein d'une... on a aussi le concept de suite de tests, on pourrait se poser la question de l'avoir, mais en tout cas voilà, l'idée c'est d'avoir cette dimension temporelle pour attacher une exécution à une entité temporelle comme une itération et avoir du coup comme ça la possibilité de, par exemple, si on a différentes campagnes de tests qui peuvent correspondre à des livraisons successives d'un produit, des incréments d'un produit ou des versions, on peut faire cette distinction. Est-il possible de créer une anomalie Mantis durant l'automatisation des tests? Donc
Effectivement, si vous avez un test automatisé et que vous avez un échec, d'ailleurs même si vous n'avez pas d'échec, vous pouvez créer une anomalie. Donc là, malheureusement, j'ai pas fait sur cette instance de démo le lien avec le bug tracker, mais depuis l'exécution, vous pouvez effectivement, si vous avez configuré le plugin Mantis, c'est ça, ouais, Mantis, vous pourrez créer directement depuis l'interface SquashTM une anomalie. Donc ça va la créer dans Mantis et ça va la lier côté SquashTM à votre exécution. Question suivante. Serait-il possible à un certain moment de lancer un test automatisé existant sur un pipeline CI/CD directement à partir de Squash? Donc effectivement, c'est une fonctionnalité qui suscite pas mal d'intérêt. Donc c'est quelque chose qui est possible avec le mode orchestrateur aujourd'hui. Vous pouvez depuis SquashTM déclencher des exécutions. Et on prévoit de faire de même en mode API où vous pourrez définir dans SquashTM votre environnement d'exécution et ce qui permettrait d'avoir un nouveau bouton qui permettrait de lancer un pipeline sur cet environnement d'exécution. Donc c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille actuellement et on pense que probablement fin d'année ça pourrait être disponible. Et ça permettrait de répondre en partie à ce cas d'usage. Et quoi d'autre? Oui, voilà, globalement, lancer un pipeline et également fournir des informations depuis SquashTM afin de dire, voilà, je lance tel pipeline depuis tel plan d'exécution. Et du coup, pouvoir, depuis l'environnement d'exécution, connaître le contenu du plan d'exécution et déclencher les tests qu'on veut lancer. Question suivante. Pour un profil avec expérience en test fonctionnel, comment évoluer ou trouver des opportunités concrètes en utilisant SquashTM au quotidien? Veux-tu que je prenne la réponse, Oui, Pierre? Ok. Alors effectivement, tout dépend de l'objectif, on va dire, final. Mais dans un premier temps, par rapport à ce qui est le plus proche de mon expérience, ça serait de passer par une formation ou une reconversion, de laquelle notamment je suis issu, puisqu'Enix dispose d'une école de reconversion, l'EQL, l'école de la qualité logicielle à Montrouge, par laquelle je suis passé il y a maintenant presque 9 ans. Mais en dehors de cela, comment évoluer et trouver des opportunités concrètes, ça serait justement de mettre à profit vos compétences sur SquashTM et de trouver une mission ou un client qui justement met en usage l'outil SquashTM. Profitez de vos compétences sur l'outil pour justement avoir une mission ou un poste qui est en lien avec ça. Et ensuite, comment évoluer, ça serait de justement prendre la main sur l'outil en tant que peut-être chef de projet ou administrateur en fonction de vos compétences sur cet outil. Mais à côté de ça, c'est également se tenir régulièrement à jour de la méthodologie et des évolutions liées au milieu du test. Voilà. Donc, je vous préconiserais de vous abonner ou de suivre des personnes qui font notamment quelques d'autres webinaires ou des conférences pour vous tenir au courant des nouveautés. Mais encore une fois, rien ne vaut la pratique et le suivi de la méthodologie, donc notamment par des formations. Est-ce que tu veux reprendre la main pour les questions qui sont vraiment orientées Ouais. produit squash? Je vais prendre la suivante. Est-ce qu'il est prévu un connecteur entre SquashTM et Linka, l'outil d'automatisation IA de Smart Testing? Si oui, dans quelle version cela pourrait-il arriver? Alors, effectivement, Linka, donc c'est un outil qui permet l'exécution des tests via une IA. Et l'intérêt, c'est que Linka est capable de comprendre directement le test défini en langage naturel. Donc on n'a pas besoin de passer par la phase d'implémentation d'un script d'automatisation. On laisse l'IA se débrouiller avec le test en langage naturel. Donc c'est effectivement une approche qui nous paraît très prometteuse. On a eu des échanges avec des personnes de Smart Testing pour discuter de cette possible intégration. Et ouais,
donc voilà, la discussion est lancée. Sur la mise à disposition, enfin dans quelle version ça pourrait arriver, je pourrais pas vous donner encore de date, c'est un peu prématuré. Disons que pour faire une intégration intéressante au niveau de celle que Linka propose avec d'autres outils, ça demande pas mal de travail et de préparation. Donc voilà, je préfère la prudence et ne pas me prononcer. Mais il y a eu effectivement des échanges avec Smart Testing à ce sujet. Auriez-vous la documentation à suivre pour la sélection et configuration des cas de test éligibles à l'automatisation au niveau de SquashTM afin d'avoir par la suite les résultats qui remontent? Tout à fait, je vais mettre ça dans le chat. On a un tutoriel pas à pas qui se base sur justement les exemples que je vous ai montrés et vous devriez l'avoir dans le chat. Question suivante, la référence du test pour du BDD se fait comment du coup? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Je vais y répondre comme je la comprends et n'hésitez pas à redemander si jamais j'ai compris de travers. Donc, BDD, effectivement, SquashTM, ce que je vous ai montré, c'était des cas de test au format classique. Vous pouvez également avoir des cas de test au format Gherkin et BDD. Donc, Gherkin, ça va être un script et BDD, ça va être avec un assistant de rédaction visuel dans lequel vous allez pouvoir organiser vos pas de test selon le formalisme BDD, mais avec une surcouche graphique pour aider à l'édition. De ce point de vue-là, du point de vue de ce que je vous ai montré, finalement, ça va être exactement la même chose au niveau de l'onglet automatisation du cas de test, que l'on soit en BDD ou en classique, ça va être la même configuration. Donc là, il n'y aura pas forcément de lien fort entre le formalisme BDD et l'équivalent côté environnement d'exécution. Si vous pensez à ce que fait l'orchestrateur, par exemple, vous avez la possibilité de mettre en place un workflow de bout en bout où vous rédigez vos cas de test en BDD, vous poussez un script généré par SquashTM dans un dépôt Git et vous lancez l'exécution. Là, ça va être beaucoup plus simple avec l'API. Vous allez pouvoir zapper cette phase de publication dans Git. Donc, au détriment du coup de perdre un peu ce lien. Et c'est pour ça que je vous disais plutôt en vous décrivant les deux modes que pour ce genre de cas d'usage où le pilotage est beaucoup plus fort de la part de SquashTM, c'est plutôt le mode orchestrateur qui sera pertinent. Donc là, vous pouvez vous en sortir quand même en faisant la publication dans Git et en recollant les morceaux, mais ce sera avec pas mal de scripts maison à faire côté environnement d'exécution. Question suivante. L'exemple présenté correspond à un workflow de Squash simple. Est-il également fonctionnel et compatible avec un workflow de test Squash avancé? Donc voilà, ça rejoint un peu ce que je disais plus tôt pour le BDD sur la question du workflow. Finalement, les deux sont faisables. Le workflow avait été pensé dans le paradigme orchestrator. Il apportera peut-être un peu moins de valeur dans le mode API, mais c'est quand même possible. Voilà, si vous avez un workflow déjà en place. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le workflow avancé permet de meilleure séparation des rôles entre le testeur fonctionnel qui va faire une rédaction du scénario de test. Ça va être transmis à un automaticien pour l'implémentation de ce scénario de test dans un dépôt Git typiquement. Et donc voilà, vous avez un workflow avec des allers-retours entre les différents intervenants. C'est possible également en mode API. Voilà. Au niveau de l'onglet automatisation, on ne pointe plus vers les repos Git. Ouais, donc ça c'est par rapport à la question d'avant. Sur le dépôt Git, vous allez maintenant l'avoir seulement justement si vous utilisez les workflows d'automatisation. Donc dans ma démo, je n'avais pas de workflow d'automatisation activé. C'est pour ça que je n'avais que le champ référence de test automatisé.
Mais si vous activez ou si vous avez déjà activé un workflow d'automatisation, vous aurez du coup ce dépôt guide qui permet de faire la transmission avec l'automaticien. Au passage, je signale, oui, dernière précision. Ce que je vous ai montré, c'était ma démo, une preview de la version 14 qui arrive. Et vous avez peut-être, si vous êtes déjà habitué à l'outil, vous avez vu que certains champs, comme le dépôt Git, n'étaient plus présents. Et donc ça correspond à une évolution qui permet de clarifier un peu l'interface en mode API. Si vous n'utilisez pas des serveurs d'automatisation, bien certains champs vont être masqués, comme les variables d'environnement qui sont spécifiques à l'automatisation avec Orchestrator, ou le dépôt Git qui sera masqué si vous n'avez pas de workflow activé. Donc voilà, tout ça c'est en version 14, mais sur la version 13 actuelle, vous aurez encore ces champs-là. Donc c'est pour si jamais ça pourrait causer de la confusion si vous regardez ce qui se passe sur une version 13. Et j'ai fini. Merci beaucoup Pierre-Clément. Et la 14 qui arrivera bientôt, on communiquera avec vous bien sûr quand ce sera le cas. Je reprends rapidement la main. Déjà, merci beaucoup, Jocelyn, Pierre-Clément, pour vos brillantes démonstrations et surtout pour les réponses à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais on arrive au bout du temps imparti. Je me permets de terminer le sondage. Les LLM principalement utilisés pour les activités de testing sont prioritairement pour vous GPT et Claude, à peu près 27-25% les deux, et Gemini qui est aussi à 8%. On a quelques autres options et surtout on a pas mal, 11% d'entre vous qui apparemment utilisent un LLM maison. Donc ça c'est important et c'est très intéressant pour nous de le savoir. Voilà, ça pourra influencer la suite. On me fait signe que on a peut-être une toute dernière question, peut-être sur le chat. C'est pour le pilotage par GitLab. Pierre-Clément, tu veux juste y répondre très rapidement et après on clôture, si ça te va? Ouais. Pour utiliser le pilotage par GitLab, il faut donc écrire de nombreux scripts pour conserver le workflow avancé et le pilotage de l'exécution via GitLab. Ouais, effectivement. Alors, pour clarifier vraiment cette dichotomie orchestrateur API, en fait, la logique du mode API, c'est vraiment une logique où l'exécution des tests est portée par l'environnement CI/CD. Et donc, ce sera beaucoup plus adapté à des organisations où on veut récupérer les résultats de tests dans SquashTM, mais moins lorsqu'on souhaite piloter ces exécutions depuis SquashTM. On travaille sur des fonctionnalités pour un peu réduire cet écart, donc avec par exemple le déclenchement des pipelines depuis l'interface dont on parlait plus tôt. Mais pour des cas d'usage où le pilotage est plutôt côté SquashTM, finalement le mode orchestrator est sans doute plus adapté à l'heure actuelle. Et demandera moins effectivement de scripts à écrire pour faire la passerelle entre les deux mondes. Parfait. Eh bien, écoutez, on a dépassé de 2 minutes, mais on espère vraiment que ce webinaire a répondu à beaucoup de vos questions. On reste disponible évidemment dans la foulée. Charlotte a à plusieurs reprises mis des liens, soit pour vous documenter, soit pour nous contacter. Il y a un agenda en ligne là qui est disponible, c'est celui de Thomas, il est tout à fait disponible pour répondre à vos questions. On reste connecté pour donc notre prochain webinaire, pour rappel, qui sera, vous l'aurez compris, autour de l'IA. Et puis, c'est pas parce qu'on a fait un webinaire sur l'automatisation qu'il n'y en aura pas d'autres, évidemment. Ces sujets, on prend du recul dessus, on prend en considération vos retours, et puis on vous tiendra très vite au courant si on a d'autres webinaires sur ce sujet précis. Voilà, je pense que si personne d'autre n'a quelque chose à rajouter, on vous remercie toutes et tous pour votre présence, et on vous dit à très vite pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Au revoir.